ABK Radio, l'interview. Le docteur Aristide Monod est spécialiste des sciences politiques et il est politologue, invité de Sidonie Fikak ce matin. Bonjour docteur Aristide Monod, merci de répondre à nos questions sur ABK Matin. Bonjour Sidonie, bonjour Didier, bonjour à toute l'équipe qui vous accompagne en studio, bonjour à tous les auditeurs de ABK Radio. Bonjour docteur. La toile est inondée, docteur, d'images présentant le professeur Maurice Kamto au cœur d'une sorte de rituel initié par certains chefs traditionnels de la Léké au sujet de son hommage considéré comme mettant à charge contre le professeur Hubert Mononzana, décédé le 16 novembre 2023. Docteur Aristide Monod, les chefs traditionnels de la Léké ne sont-ils pas allés un peu trop loin de votre point de vue? Déjà, Sidonie, il faut faire quelques précisions, rétablir certaines vérités. Oui. Il ne s'agit pas de l'ensemble des chefs traditionnels de la Léké. Oui. Il ne s'agit pas des mandataires de la chefferie traditionnelle de la Léké. Il ne s'agit pas des porte-étendards de la chefferie traditionnelle. Il s'agit d'un groupuscule qui a décidé d'engager la communauté chefale et la communauté sociologique et dans une manœuvre politique qui ne dit pas son nom. La Léké, c'est 2 chefferies de premier degré, 31 chefs de 2e degré et près de 400 chefs de 3e degré. Il est donc clair que numériquement, il serait difficile d'accorder une once de légitimité à ceux qui ont posé l'acte de l'autre jour. Ils sont donc loin de représenter toute la Léké. Ils sont loin de représenter toute la chefferie de la Léké. Maintenant, pour ce qui est de l'acte posé, dans le fond, il est clair qu'il n'y a aucun rite chez les Étones, étant donné que moi-même je suis originaire de la Léké, donc Étone confirmé. Oui. Dans notre culture, il n'y a aucun rite qui prévoit ce type de comédie qu'on a vécu. Il n'y a aucun rite qui prévoit la fabrication d'un cercueil rouge posé sur une brouette avec la photo de quelqu'un, soit disant l'éliminer mystiquement. Il s'agit donc beaucoup plus d'un charlatanisme qui ne dit pas son nom. Il s'agit beaucoup plus d'une magie noire qui, ma foi, manque de profondeur et d'épaisseur. Et la rationalité qui se cacherait probablement derrière ce genre de manœuvre, c'est beaucoup plus les escroqueries politiques où il est beaucoup question de vouloir séduire l'ordre dominant local et national qui, de temps en temps, fait des gestes de magnanimité, de mansuétude à l'endroit de certains chefs qui brillent par une certaine misère matérielle, financière et intellectuelle. Il est donc clair que accorder du crédit à ce genre de manœuvre, c'est se laisser emporter par le mirage, se laisser emporter par la duperie, par la malhonnêteté pure et simple. Donc, pour nous autres originaires de la Léké d'abord et ensuite analystes, sommes tout simplement ébahis ou stupéfaits face à ce genre de situation qui n'honore pas la Léké, qui n'honore pas les Étones, qui n'honore pas du tout la chefferie traditionnelle au Cameroun. On se demande bien si c'est à ça qu'est réduit aujourd'hui la chefferie traditionnelle. Il faut rappeler que il y a eu déjà cette année ce type de construction mystique symbolique à l'occasion de la disparition de Martinez Ozogo. Et après, tout le monde a eu comment, en quelques jours, les chefs qui promettaient la vengeance mystique, qui s'étaient positionnés comme justiciers de Martinez Ozogo, s'étaient retrouvés dans le domicile d'une élite de la Léké pour se dédier, pour demander pardon au chef de l'État pour avoir demandé justice et justice pour Martinez Ozogo. Vous pouvez donc imaginer la profondeur de la misère morale et intellectuelle de certains qui se cacheraient derrière la toge chefale
pour pouvoir s'insérer dans les circuits de la redistribution des prébendes politiques, surtout au niveau local. Je pense beaucoup plus à une initiative opportuniste pour essayer de capter l'attention de l'élite locale qui, de temps à autre, jette quelques cacahuètes pour que les uns et les autres ramassent et puissent réchauffer leur casserole. Donc, personnellement, au-delà de l'objectif, de la distance qui devrait nous habiter, à chaque fois qu'on a affaire à une situation qui commande une analyse scientifique, il y a que nous restons des humains et nous trouvons insensé ce que les chefs de la Léquier, pas les chefs de la Léquier, ces quelques deux tondus, deux pelés ont eu à poser comme acte au nom de toute une communauté, au nom de toute une tribu, au nom de toute une ethnie qui n'a donné mandat à personne pour venger le professeur Hubert Molondiana. Et en parlant même du cas du professeur Hubert Molondiana, la question qui viendrait en tête est celle de savoir où étaient donc ces chefs justiciers de Hubert Molondiana qui, lorsque ce dernier faisait face à la répression féroce de l'ordre dominant, une répression professionnelle, parce qu'il faut rappeler que Hubert Molondiana a souffert dans sa chair en tant qu'universitaire. Il n'a pas reçu ce qu'il devait recevoir en rapport avec sa contribution idéologique pour la stabilité, pour la vitalité de l'ordre dominant. Oui. Hubert Molondiana n'a reçu aucune promotion, il n'a reçu aucune ascension, et d'ailleurs, c'est dans le dénuement et la misère qu'il est décédé. Oui. Si ça avait été, je ne sais quel autre idéologue de l'ordre dominant ou quel autre bouffon de l'ordre dominant, on l'aurait tout simplement évacué, il aurait bénéficié d'une évacuation sanitaire. Mais après son choc, Hubert Molondiana est resté dans une situation sanitaire délétère sans que personne ne lève le moindre doigt pour demander à ce qu'il soit aussi évacué comme les autres ou alors qu'il bénéficie d'une attention sanitaire particulière. On n'a entendu aucune élite de la Léquier, aucun de ces chefs comédiens que cela ne devrait pas être appliqué à un des leurs. Mais Hubert Molondiana est parti comme ça, il a souffert dans sa chair, il est resté loyaliste. On a vu personne venir jouer les justiciers d'Hubert Molondiana. Je pense beaucoup plus à une certaine hypocrisie, une hypocrisie qui est doublée d'un terrible niveau de clientélisme politique dans la mesure où les uns et les autres veulent pour insérer leur agenda d'escroquerie politique dans cette situation qui commande beaucoup de calme, beaucoup de prières pour le repos de l'âme du disparu. Docteur Aristide Monod, vous êtes même l'homonyme de l'autre pour revenir sur cet hommage du professeur Maurice Kamto qui divise et son allusion faite au tropisme idéologique du professeur Hubert Molondiana, convoquant le professeur Charlemagne Mesanga-Nyamding qui a précisé dans de débat télévisé que la publication du professeur Hubert Molondiana sur l'ethno-idéologie venait plutôt dénoncer l'ethnocentrisme encouragé par Jean-Louis Ndokmo dans sa publication intitulée « Le dynamisme bamileke ». Et donc, selon le professeur Charlemagne Mesanga-Nyamding, le professeur Kamto a tronqué l'histoire et a refusé de restituer les faits dans leur contexte. J'ai l'impression que le professeur Mesanga n'a pas pris le temps de s'acclimater du débat qui a eu lieu en ces temps, ces années pré-Braise et ces années de Braise aussi entre le professeur Hubert Molondiana, le professeur Sinjon Pokam. La question de l'ethnofascisme défendue par le professeur Hubert Molondiana ne trouve aucune justification en la posture de Monseigneur Ndokmo. Il est clair que si Monseigneur Ndokmo effectivement
avait engagé la promotion de l'ethnofascisme bamileke, il n'était pas quand même le mandataire des Bamileke. Les Bamileke ne se sont jamais réunis un jour pour mandater Monseigneur Ndormo. Les Bamileke n'ont jamais fait une assise un jour pour demander à Monseigneur Ndormo de parler en leur nom. Alors, il me semble un peu décalé de prendre les postures des fils des communautés comme des déclarations communes des communautés. Si aujourd'hui le professeur Ntoudaye Bodé, qui est natif de la Léké, tient une parole ethnofasciste en faveur de la Léké, je ne sais pas si on devrait immédiatement considérer cela comme le fruit d'un conclave entre les fils de la Léké. Même chose aussi avec Patrice Nganang. Lorsque Patrice Nganang demande à ce que l'ethnie d'origine du président de la République soit soumise à un certain génocide, je ne sais pas si Patrice Nganang a préalablement recueilli l'assentiment de tous les Bamileke. Je pense que c'est très facile d'essayer de généraliser les propos tenus par quelques malveillants ou les propos tenus par quelques égarés. Le professeur Hubert Mononjana, dans son ethnofascisme, avait été clair. Et l'ethnofascisme fait allusion à une tribu particulière, à une ethnie particulière. Pourtant, on sait qu'au Cameroun, de manière globale, la conservation et la conquête du pouvoir reposent sur les déterminants ethniques, sur des déterminants tribaux. La conquête du pouvoir repose sur une certaine tribalisation. Donc, qu'on soit nordiste, qu'on soit sudiste, qu'on soit francophone, qu'on soit anglophone, qu'on soit bamileke, qu'on soit banel, qu'on soit bassa, il est clair que de part et d'autre, il y a des relents tribalistes dans les échanges politiques entre les acteurs. Il serait donc malveillant de faire de cette tribalisation une exclusivité d'une ethnie, une particularité d'une ethnie, et c'est là où se trouvent en fait les défaillances ou les limites de l'ethnofascisme telles que posées par le professeur Hubert Mononjana. Donc, revenir sur des propos de Monseigneur Ndormo ou des présumés propos de Monseigneur Ndormo pour justifier la généralisation des postures individuelles des individus, des postures tribalistes, c'est être moins scientifique, c'est être moins objectif. Moi, Aristide Mono, ce n'est pas parce que je suis originaire de la Léké étonne que mes propos seront considérés autant pour moi comme des propos de toute la jeunesse de la Léké. C'est totalement faux. Et maintenant, la réponse qui avait été donnée au professeur Hubert Mononjana par le professeur Sinchun Pokam était aussi clair. Le monofascisme qui se résumerait au fait que les uns et les autres veulent profiter de quelques relents tribalistes posés ça et là pour disqualifier certaines communautés de la répartition du pouvoir central, du pouvoir même en général, ou des rentes ou des ressources politico-administratives du pays. Et il est clair qu'aujourd'hui, les idéologues du RDPC, les idéologues de l'ordre dominant ont toujours travaillé dans ce sens, essayer de casser les dynamiques oppositionnelles par l'entremise des cantonnements tribaux. C'est-à-dire que lorsque l'ordre dominant se rend compte qu'il est acculé par une opposition politique nationale, il essaye de construire une certaine identité tribaliste derrière ces dynamiques. On peut revenir sur le cas de la répression contre les Bassa, la répression contre les Bamileke, durant ces années de lutte indépendantiste. On a également vu à l'occasion du coup d'État de 1984 une certaine diabolisation des nordistes. Oui. On a également vu à l'occasion des années de Braise une certaine diabolisation des anglophones, une certaine diabolisation des Bamileke, ce qu'on a appelé la diabolisation des anglo-bamileke. On a également vu à un moment donné
à l'occasion des élections de 2018, une certaine tribalisation des Bamileke avec la mobilisation des médias gouvernementaux qui vivent des ressources de tous les Camerounais pour dire qu'il y a une certaine ethnie, une certaine tribu qui aimerait déstabiliser le pays. Et cette posture a été défendue a été défendu par le professeur Hubert Mononjana jusqu'à sa mort. Je me souviens encore de ce duel avec le professeur Sinjun Pokam à l'arène de mon ami Rodrigue Ntongue, où il soutenait mordicus que la dynamique de la base de la brigade anti-sardinage était une dynamique ethno-fasciste. Comment peut-on lire l'ethnofascisme ou la conquête tribale du pouvoir dans une situation où les fils du pays de la diaspora sont en train de dénoncer l'éternisation d'un régime qui n'arrive pas à produire les résultats escomptés? Comment est-ce qu'on peut se baser sur l'arithmétique des identités ethniques pour estimer que les rationalités, les objectifs, les ambitions sont d'ordre ethno-fasciste? Est-ce parce que nous avons une équipe nationale constituée des Bassa qu'on est forcément dans un ethno-fascisme footballistique Bassa? Non, le véritable souci ici n'est pas l'arithmétique des identités qui constituent la dynamique, mais c'est beaucoup plus l'intention, les ambitions, les objectifs. Si on a par exemple 100 nordistes qui se mobilisent pour que les routes de Douala aient une allure viable, est-ce de l'ethnofascisme? Le plus important, c'est de savoir quel est leur objectif. Maintenant, si l'objectif est tout simplement le positionnement de la tribu ou de l'ethnie, c'est là où ça devient dénonçable. Moi, ce qui me choque le plus dans cette histoire, c'est de vouloir faire du tribalisme de certains une certaine exclusivité. Pourtant, on sait que le Cameroun, dans sa dimension horizontale et verticale, est travaillé par les dynamiques tribalistes. Il faut qu'on travaille de manière collective au lieu de vouloir faire d'une certaine tribu la promotrice de l'ethnofascisme ou la promotrice en fait du tribalisme. C'est la même chose avec cette tendance à la bêtisation du pouvoir, où on estime que les bêtis ont le pouvoir. Moi, je suis bêtis. Quand est-ce que j'ai déjà eu à manger avec le pouvoir de Paul Biya? Jamais. Lorsqu'on parle, par exemple, de l'accaparement tribal du pouvoir, il faut aller voir comment les différentes contrées bêtis et quand sont totalement dans le délabrement. Je ne sais pas s'il y a cette dynamique qui se retrouve quelque part. Même l'accaparement tribal de l'Assemblée nationale par les nordistes, allez du côté de Mada, allez du côté de Tokombéré, dans le fief même du président de l'Assemblée nationale. Mais c'est le déluge de ce côté-là, c'est la misère totale. Les gens vivent dans le dénuement total. Donc il me semble que nous devons transcender ces fixations tribales, cette fixation ethniciste, et se dire le problème tribal, c'est un problème camerounais, c'est un problème global. Et pour chuter Sidonie, je dirais tout simplement que concernant le professeur Maurice Kamto, il a restitué fidèlement ce qu'a été le professeur Hubert Mononjana sans état d'âme, et c'est pour moi une polémique purement intellectuelle et non politique. Docteur Aristide Mono, c'est vous notre invité sur ABK Matin. Pour ceux qui prennent l'écoute à l'instant, parlons d'autre chose. Nous restons toujours en politique pour évoquer le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, au PCRN, qui est dans la tourmente avec cette sortie de Robert Kona, l'un des fondateurs du PCRN, qui vraisemblablement souhaiterait voir plus clair dans la gestion de son parti. Bien plus, il remet en question le congrès du 11 mai 2019 ayant abouti à la désignation de Cabral Libye à la tête du PCRN. Docteur Aristide Mono, le choix du timing ne peut-il pas faire penser à des personnes tapis dans l'ombre qui voudraient par ce moyen écarter Cabral Libye de la course à la présidentielle de 2025? A priori, Sidonie, on peut accorder une présomption de crédibilité
aux postures de M. Robert Kona. Oui. On peut effectivement, méprisant la roubladise qui travaille le champ politique camerounais, on peut dire qu'il a été dupé, on peut dire qu'il a été berné dans ce deal avec les dirigeants actuels du PCRN. Ça, c'est a priori, ça c'est dans le sens où on pourrait accorder une présomption de bonne foi à M. Robert Kona, et dans le sens où on serait en train de faire abstraction du timing, oui. Se dire que bon, c'est de manière désintéressée. Mais lorsqu'on regarde l'affaire dans le fond, on essaye d'interroger la biographie de l'environnement politique camerounais, la biographie des manœuvres de l'ordre dominant. On s'est dit le tour de Cabral Libye est arrivé, parce que le timing me semble bien calculé, bien mesuré. Oui. Nous sommes à quelques heures des élections de 2025 et de 2025, et l'ordre dominant, le renouveau, se trouve aujourd'hui en situation de décadence totale. Déjà, il y a une certaine incertitude sur la candidature du président Paul Biya. Oui. Ensuite, on n'a pas une idée réelle de quelqu'un qui pourrait assumer l'héritage au cas où le président n'est pas candidat. On est dans le tâtonnement. Vous voyez le jeu insidieux et malicieux qui est engagé par les franquistes et leurs leaders, entre guillemets. Vous voyez comment les uns et les autres sont dans le tâtonnement. Ils ne veulent pas se dévoiler. Ils évoluent comme une nébuleuse. Et pourtant, nous sommes supposés être dans un champ politique ouvert où on n'a plus besoin de se cacher ou de jouer les sourds-muets pour présenter ses ambitions présidentielles. Alors, face à ce type de situation où on est sûr de rien, il faut donc faire des efforts de tracer les potentiels opposants, des potentiels acteurs qui peuvent mettre en difficulté le régime ou lui filer le chaos. Et c'est dans cette perspective qu'il faut inscrire cette querelle entre le président du PCRN et le fondateur de ce parti. Monsieur Kona l'a lui-même précisé dans son entretien avec un journaliste de RFI. Il a dit qu'il a eu à consulter plusieurs élites du Grand Nord, oui. Les élites RDPC, qui lui ont posé la question de savoir pourquoi avait-il décidé de donner son parti au président actuel, Cabral Libye. C'est là où vous comprenez donc qu'il s'agit bien évidemment d'une manœuvre de l'ordre dominant pour essayer de casser la dynamique PCRN. Peut-être aujourd'hui, le PCRN n'est pas totalement engagé dans un combat frontal contre le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, oui. Mais méprisant l'homme Cabral Libye, qui est insaisissable, qui est une intelligence politique à prendre au sérieux, alors le système a décidé de filer rapidement le premier coup. Allez savoir pourquoi est-ce que on a décidé de ne pas permettre à Cabral Libye de légaliser son projet de parti politique. Or, en ce temps, nous avons déjà eu pratiquement 2 vagues de légalisation des partis politiques. On a eu la vague qui a vu la création de APAR de Célestin Djamène, et récemment, on a vu la vague de 40 partis politiques légalisés. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas permettre à Cabral Libye d'avoir son propre parti? C'est tout simplement l'intention est de le mettre dans une insécurité politique permanente, dans des éternels recommencements. Il était avec Univers de Nkoumvondo, après il y a eu un coup bas, et aujourd'hui il est encore dans une situation de coup bas avec M. Robert Kona. Et vous voyez qu'il y a déjà les retombées côté ordre dominant de ces manœuvres. Le congrès de Kribi a été annulé ou alors le sous-préfet a refusé
d'admettre la tenue de ce congrès sous le prétexte qu'il y a les querelles internes. Vous voyez donc que ces manœuvres commencent à porter leurs fruits et ces manœuvres risquent de s'amplifier jusqu'à ce que Cabral Libye soit dans une situation de neutralisation totale. Mais je pense qu'il ne devrait pas se laisser faire. Ces partisans devraient normalement se mobiliser, comme on le voit régulièrement avec le MFC, se mobiliser, dénoncer et défendre les acquis ou tout simplement ce qu'il a déjà eu à poser comme base. Que valait le PCRN avant l'arrivée de Cabral Libye? Oui. Pourquoi monsieur a attendu que Libye lave, rince, repasse le PCRN pour venir demander, revendiquer son héritage? Il s'agit tout simplement d'une entourloupe, d'un piège qui est en train d'être tendu, d'une manœuvre politique qui est orchestrée par l'ogre gouvernant qui ne veut jamais avoir affaire à une opposition solide, à des opposants qui peuvent lui tenir tête. Docteur Aristide Monod, pour sortir rapidement, un mot sur l'Assemblée nationale et Noël Essian qui occupe désormais le poste de secrétaire général. Docteur Aristide Monod, est-ce que vous comprenez pourquoi sa nomination suscite tant de curiosité, pour ne pas dire de mécontentement? Sidonie, il faut déjà retenir de cette situation la cacophonie totale qui règne désormais dans cette institution. Une cacophonie qui est liée à la privatisation pendant plusieurs décennies d'une institution républicaine par un individu. Une institution qui aujourd'hui vit au rythme des caprices moraux, intellectuels et physiques d'un individu. Aujourd'hui que l'individu se trouve en incapacité de pouvoir poursuivre sa néopatrimonialisation de l'Assemblée nationale, on a le désordre que nous vivons aujourd'hui. Il faut dire aux Camerounais de manière étanche, de manière claire que M. Kaba-Yégué Djibril est dans une incapacité de gérer une institution au Cameroun, quel que soit le niveau de l'institution. Et deuxièmement, ce qu'il faut retenir, c'est le fait que le grand soir a déjà débuté au Cameroun. Oui. Le grand soir met aux prises les différents clans intrasystèmes, les créatures de Paul Biya qui ont déjà engagé la lutte pour discuter l'héritage. Et l'héritage est totalement diffus. Il se trouve pratiquement partout, y compris donc à l'Assemblée nationale. Alors la question fondamentale qui est au cœur de cette situation est de savoir qui de ces différents clans héritera de l'Assemblée nationale. On est en train de préparer de manière méticuleuse la sortie du clan Kaba-Yégué Djibril. On est en train de préparer l'évacuation du clan Kaba-Yégué Djibril. Et cela commence donc par le positionnement des hommes. Vous avez assisté très médusé à ce spectacle très déshonorant du DIRCAB, du directeur des cabinets du PAN, oui, qui a décidé de ne pas s'exécuter, de ne pas accepter en fait sa destitution. Sa destitution a été lue au journal de 17h du poste national de la CRTV, enregistré, mais curieusement, on se rend compte que le type est toujours là. Il est toujours là. Donc ça signifie que même la parole présidentielle, la parole en tout cas présumée présidentielle n'est plus écoutée. Et rien n'a changé de ce côté. Alors aujourd'hui, on se rend également compte que M. Noël Essian, qui accumule beaucoup de déboires, derrière lui, déboires judiciaires, des ennuis de gouvernance, oui, les malversations financières, c'est lui qui est plutôt promu. Et quand il est promu, M. Kaba-Yégué Djibril semble étranger
à cette nomination. Il ne se reconnaît pas, comme ça a été également le cas avec la destitution de son directeur de cabinet. Donc il faut dire que c'est une situation de cacophonie qui exprime de manière totale l'ouverture des grands duels entre les éléments du système. Le grand soir, ce sont les combats qui se poursuivent sereinement, et Dieu seul sait ce que l'avenir nous réserve en termes de clash entre ces différents acteurs. Et enfin, on se rend compte que l'Assemblée nationale est une coquille totalement vide. Parce que si cette institution était importante, beaucoup seraient en train de dénoncer aujourd'hui ce qui se passe là-bas, cette cacophonie. Docteur Aristide Mono, ça a été un plaisir de vous avoir ce matin. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions sur l'émission ABK Matin. C'est moi qui vous remercie, Sidonie, pour cette autre opportunité que vous nous offrez de s'adresser directement aux en bas d'en bas, aux Camerounais qui ont souvent des difficultés de pouvoir apprécier des situations complexes, les situations politiques de notre pays. Aristide Mono, donc politologue, invité de Sidonie Fikac ce matin. ABK Radio. De lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7h-10h. ABK Matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.